Bonjour à tous les téléspectateurs des Récits sans frontières aujourd'hui. Je suis avec mon frère Ben. Yeah, bonsoir, bonjour. Donc voilà. Ben, il est aux États-Unis, ça fait maintenant 5 ans, c'est ça? Ça fait 5 ans et je pars à mon 6e année. 6e année, Ça fait longtemps. Aujourd'hui, on va un peu parler de tout ce qui est... parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent aux États-Unis, on a des grands rêves. Comme à la télé, comme dans le film, on s'entendait toujours Amérique, travailler dans les Wall Street, toujours en costard, avoir de belles villas. Donc aujourd'hui, on va parler de ces sujets. Est-ce que réellement, quand on arrive, est-ce que c'est les choses qu'on trouve réellement? Est-ce que l'expectation, comme on dit, l'expectation, c'est comme les attentes. Est-ce que vos attentes arrivant aux États-Unis, c'est la même réalité que vous avez trouvée dès que vous êtes arrivé? Je peux dire que, en tout cas, mon opinion à moi, j'étais pas surpris en fait. Je suis arrivé, il pleuvait déjà qu'il pleuvait. Je suis arrivé et je passais 10 minutes à l'aéroport. Et quand je suis sorti, sérieusement, j'étais pas surpris, genre waouh, nah. Donc c'était votre première visite ou bien? C'était la première visite. En fait, c'est ça le problème. Le problème c'était le premier visite, ou la première de visite, mais tu sais, quand on regarde le film et tout, on voit les États-Unis, on nous montre tellement des choses, je t'ai dit. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas ces waouh là. Je sais pas, peut-être j'étais fatigué, je peux aussi dire ça. J'étais peut-être fatigué. C'était le décalage horaire. Exactement. Je me suis endormi, je sens comme si je me suis endormi pendant 2 jours dans l'avion et tout. Et il n'y avait pas ces waouh là. Okay. Mais c'était beau à voir. C'était beau, c'était très beau. C'était comme si je voyais la lumière pour la première fois. Mais les waouh, j'ai pas fait les waouh. Et toi, c'était comment? Bon, moi en fait, c'était ma deuxième voyage international parce que moi j'ai quitté le Congo en 2011, c'était pour le Maroc. Je pense au Maroc c'était un peu waouh parce qu'en quittant l'aéroport de Ndjili et arrivé à l'aéroport de Casablanca, et notre premier baptême c'était l'escalator, l'ascenseur là. À l'aéroport de Ndjili on n'avait pas ça. Et quand on arrive là-bas à Casablanca, l'aéroport de Mohamed V à Casablanca, et il fallait maintenant prendre l'escalator pour descendre parce qu'il y a le train c'est au-dessus. Voilà, donc il fallait prendre l'escalator pour descendre. Et maintenant, c'est bon, juste mettre les premiers pieds. C'est là où ça déconne. Donc c'était là le premier baptême. Puis quand on est sorti, c'était tout à fait différent. Donc voilà. Et j'ai compris qu'il y a même un ami qui nous a dit que on nous a arnaqué à l'aéroport de Ndjili parce que à l'époque je pense qu'on mettait un peu de petits carreaux et voilà, pavementait un peu les endroits, mais par contre au Maroc il y avait presque partout était pavé, donc voilà, c'était un peu une grande surprise et c'était tout à fait différent. Et après l'arrivée aux États-Unis, c'était aussi waouh pour moi parce que je suis arrivé à JFK et quand je suis arrivé pendant pendant la période de Covid. Je pense que c'était avant. En fait, on partait pendant la période de Covid. C'est comme si on partait vers la Covid. Non, c'était pendant Covid. Je suis arrivé en 2020. Oh, 2020, oui. Je suis venu en août 2020 et je suis arrivé à l'aéroport parce qu'il y avait aussi des problèmes. J'ai passé l'immigration, c'était bon. Et après maintenant, parce que j'avais réservé un hôtel, parce que j'avais un autre vol, parce que normalement je venais à Illinois. Donc il fallait que je passe une nuit. Et il n'y avait pas mon vol pour Chicago, c'était le lendemain très tôt matin. Tu n'es pas venu directement à Chicago, tu es venu directement. Tu as fait un escale pour venir à Chicago. Oui. Moi j'avais pris un vol direct. Peut-être c'est ça, j'étais fatigué. Non, en fait c'était à l'époque où il y avait Covid, il y a beaucoup de compagnies aériennes, ils étaient un peu en panne, beaucoup en pause. Donc voilà. Donc je suis venu comme ça, puis j'ai passé une nuit
JFK. Et aussi un problème, parce que vu que je venais définitivement, j'avais, comment dirais-je, à résilier un peu tout ce qui était ma carte crédit. Alors je suis ramené avec mes cash. Et la réceptionniste me disait non, ici on prend pas de cash. Les États-Unis, j'ai été un peu étonné pour dire que tout le monde adore le cash. Parce qu'à l'époque, moi je travaillais dans l'hôtellerie et il y a souvent le propriétaire de l'hôtel, souvent il disait il faut toujours pousser les clients à payer les cash. Parce que quand les clients payent les cash, c'est mieux. Parce qu'ils ne payent pas ils vont pas déclarer ça. Je pense que c'est différent, l'Afrique et par rapport ici, tu vois. En Afrique, on aime les cash parce qu'on ne sait jamais, hein, quand ça ne marche pas, on peut pas les cash et partir. Oui, je pense qu'il y a une raison derrière. Parce que quand par exemple le client paye cash en Afrique, et surtout pour le propriétaire, et ça leur aide un peu pour ne pas déclarer pour les taxes. Exactement. Voilà, c'est une bonne manière pour aider d'éviter les taxes. C'est comme on dit, c'est dans le noir. Mais ici aux États-Unis, tout est donc. Tout est régulé. Ouais. Alors là, la dame m'avait dit non, il faut aller monter. Tu remontes encore à l'aéroport. Elle m'a orienté un peu dans quelques endroits où je pouvais acheter une carte crédit et recharger. Donc des cartes rechargeables. Donc c'est comme ça je puis procurer une carte, puis je suis descendu, je paye. Au-delà du tout, au-delà du waouh, aéroport et tout, qu'est-ce que tu t'attendais en fait? Par rapport au boulot, par rapport au... Comment est-ce que tu attendais? On est directement venir, commencer à travailler, ça a pris du temps. Comment tu as géré ça? Bon, en fait, ça a pris un peu du temps. Parce que comme j'ai dit au départ, je suis arrivé pendant Covid. Donc l'administration, ils étaient un peu... c'était un peu lent. C'était pas trop rapide. Donc, parce que quand on arrive aux États-Unis, moi je suis arrivé via le programme de la développerie. Et donc quand on arrive, donc il y a des processus qu'il faut d'abord faire. Donc il faut attendre que l'administration puisse vous envoyer ce qu'on appelle le Social Security. Donc c'est, comme on dit en français, ça peut être comme la carte sociale. Carte sociale. Donc voilà, il y a un numéro, le numéro là c'est pour votre identification. Enfin, quand tu dis carte sociale, on a un security card. So. Yeah. Donc en fait je peux dire... C'est sur cette part là, c'est comme un numéro de matricule quoi. C'est comme, voilà. Pas un carte de résidence. Non, carte de résidence c'est carte verte. Yeah. Mais Social Security, il y a un numéro, donc c'est avec ce numéro-là, donc on vous traque un peu partout. Donc presque pour avoir le travail, ils vont vous demander ça. Si vous voulez faire une demande de travail aussi, il faut montrer. Ouvrir un compte bancaire, il faut en avoir. Donc partout, quoi que vous faites. Donc, en fait, la nuance était que la carte de résidence, c'est ce qu'on appelle ici la green card. Green card, yeah. En social sécurité, c'est ce qu'on appelle carte sociale, c'est ça hein? Oui, c'est en fait quelque chose comme ça, c'est en fait quelque chose de ce genre. Donc c'est juste un numéro qu'on vous donne, que l'administration vous attribue. Et avec ça, on peut vous contrôler. Voilà. Donc sur base de ça, donc le numéro là, ça vous identifie. Et aussi en passant, par exemple pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui vont venir, souvent c'est un numéro qu'il faut à tout prix protéger. Exactement. Donc c'est un numéro qu'il faut donner à personne. Par exemple, quelqu'un vous appelle, et vous ne le connaissez pas, il vous dit donnez-moi votre numéro de Social Security. Donc parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les arnaqueurs ici aux États-Unis. Donc si une personne arrive à avoir votre numéro de sécurité sociale, il peut aller à la banque demander un crédit pour se présentant comme vous. Et ça peut vous mettre dans l'embarras, ça vous mettra dans des problèmes dans le futur. En fait, tout ce qui est ici, c'est drôle par rapport à votre numéro de sécurité. Ouais. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent aussi. Apparemment, au Congo, on avait ça aussi. Apparemment, on a ça. Mais ici, en tout cas, on trouve l'importance d'avoir social sécurité. C'est ce qui va t'amener à un crédit score. Tu vas contrôler par la banque et tout. Exactement. Quand tu veux même aller à prendre une voiture, comme on sous-entend ici, prendre une voiture c'est facile. On utilise le même numéro.
Voilà. Vous comprenez quoi, financièrement, si vous êtes quelqu'un de loyal, si vous payez vos dettes. Voilà. Parce que les dettes aussi, comme souvent je dis, je peux même descendre en bas là. Et il y a beaucoup de comment dirais-je, de sollicitations. Parce que chaque jour, je reçois même 5 à 10. Moi, j'en ai pris 2000 quand même. Voilà. Il n'y a pas longtemps ici là. on m'envoie des mails, on m'envoie des mails, mais ça tombe que j'avais besoin de cet argent là. Mais toujours, il faut, comme moi j'ai dit souvent, je conseille aux gens, ceci par expérience. C'est un peu de piège à éviter. Voilà. C'est à éviter. Juste quand j'ai pris ça, une petite anecdote. Quand j'ai pris ça, j'ai regardé une vidéo d'un gars. Les gars, il dit, on lui envoie de lettres, de crédit et tout. Vous êtes qualifié. Il est toujours qualifié. Un jour, on lui a envoyé un chèque. Il est parti, il a cacheté ça. Il est parti à la banque, il a pris de l'argent. Il n'a rien lu, il a simplement pris de l'argent. Et on l'appelle après, tu connais ici, il y a 12 jours de business day. Et then, on l'appelle, il répond, il dit, allô monsieur, c'est nous, c'est la banque. On a vu que tu as cacheté notre chèque. Et il répond, je vous ai jamais vous demander le chèque. Ça marche pas comme ça. Vous voyez, le chèque, mais ça marche pas comme ça. Non, moi j'étais chez moi, vous voyez ça. Débrouillez-vous. Et il est allé dans les collections et tout. Moi j'avais besoin de cet argent. Il dit, non, moi je vais lire. Quand j'ai lu, et j'ai vu que c'était quand même bon. Et j'ai accepté le loan. L'intérêt c'était moins. Donc, je vais payer que si j'ai pris peut-être exemple 2000, je vais payer 2300. Le prix était bon et ça va quand même. Ne pas faire ça en tout cas, ne pas faire ça. Si bon, je veux faire ça, il faut toujours faire ça. Réellement lire. Oui, il faut toujours lire. Et aussi, par exemple, vous avez un projet. Exactement. Il y a un projet, par exemple, ça vous demande un financement. Et que ce projet-là, ça peut rembourser la dette. Exactement. Par exemple, votre paiement chaque mois, par exemple, c'est disons $200. Mais avec votre activité là, ça peut vous payer peut-être un intérêt, comment dirais-je, un profit, donc un bénéfice. Par exemple, vous faites un business, vous utilisez cet argent là et que business là, ça vous rapporte par exemple $1000 par mois d'intérêt net. Vous prenez le $200, vous payez la dette. Mais si vous prenez juste un crédit comme ça, vous n'avez pas de projet et que vous partez acheter des vêtements, vous mettez des chaînes. J'ai une chose là. Sérieusement, tu sais quand tu bopes là, quand tu n'as pas d'argent. Quand on a moment tu n'as pas d'argent, tu n'as même pas des issues, tu n'as même pas des issues à avoir. C'est là maintenant que tu es plus tenté de faire ça. Tu sais quand tu as l'argent, tu ne penses pas à prendre des dettes. Exactement. C'est lorsqu'on n'a pas un projet, on n'a même pas un business là, on m'a dit que donc voilà. Simplement parce que tu n'arrives pas à payer la maison, tu n'as pas assez d'argent cette année là ou pendant cette période là. Tu te poses à aller prendre des dettes. Mais quand tu as l'argent, ou bien tu manages très bien, tu n'as réellement pas besoin de prendre ces dettes là. Bon, moi je pense toujours la dette, c'est pas aussi mauvaise. Mais il faut juste savoir pourquoi vous prenez la dette. Il faut juste définir un peu, avoir un projet derrière. Et par exemple, moi souvent, je décourage les gens. Si quelqu'un par exemple veut prendre un crédit pour acheter une voiture pour impressionner les autres. Ça sert à rien. Tu vas impressionner les autres. C'est bon. Et par la suite, nous on va juste voir, on va James il a une très belle voiture. Exact. On va dire félicitations. On va demander à conduire, on va un tour. C'est toi qui paye. C'est toi qui vas souffrir maintenant. Tu commences à faire 2 boulots, 3 boulots pour vous voyez pas que vous mettez dans la souffrance inutile. Exactement. Moi souvent dans la dette, je peux encourager quelqu'un qui peut prendre la dette pour une voiture, mais s'il a un objectif, par exemple quelqu'un qui fait les Uber, il peut prendre une voiture de $100 000. Moi je ne recommande pas quand tu fais les Uber une voiture de 100 000. Bon, ça dépend aussi des clientèles. Ça dépend de clientèle. J'ai un ami en passant, j'ai essayé un peu de discuter avec lui l'autre fois, on s'était croisés et il m'a parlé parce qu'il s'appelle Kelly. Donc c'est aussi un Congolais qui vit aux États-Unis et il m'a beaucoup parlé parce que lui il fait le Uber, donc il travaillait pour quelqu'un, mais par la suite
Et voilà, il voulait un peu une indépendance financière. Et lui, il est dans le Uber. Donc, le chiffre qu'il m'a donné, j'étais impressionné. Parce que, comme on dit, le Uber, il faut aussi savoir par où. Parce que lui, il est souvent à Chicago. Et à Chicago, le Uber, apparemment, ça paye très bien. Ouais, parce qu'il y a le trafic, il y a des gens qui descendent, qui partent à l'aéroport, qui partent visiter un peu Chicago. Je pense que si quelqu'un fait un très bon ciblage, et ça peut rapporter. Yeah, exactement. Ouais. Et là, c'était comment la première boulot ici? Le premier boulot que j'ai, bon, quand je suis arrivé, il fallait patienter un petit peu, que les papiers arrivent. J'ai passé tout un mois dans la maison. Tu étais impatient d'aller travailler ou... Oui, j'avais, voilà, nous quand on arrive là, c'est pour travailler, non? Il y a la famille, c'est que notre enfant il est aux États-Unis. Le jackpot. Yeah. Donc, on ne peut pas rester à la maison, donc il faut faire quelque chose. Donc, j'attendais parce qu'ici aux États-Unis, c'est pas comme en Europe. En Europe, tu arrives, il n'y a pas de papier, il faut chercher, prendre les papiers de l'autre en attendant que tu fasses tes papiers. Ici, on a des papiers, mais il faut une petite patience au début. Voilà. Et ça m'a pris un mois. Et par la suite, quand j'ai eu mes papiers, comme on dit, quand j'avais pas de papiers, je cherchais déjà le boulot. J'avais pas mal de boulot. Et quand j'ai eu mes papiers, commencer maintenant à chercher à renvoyer les mêmes emails, et dire oh, on va te rappeler. Et par la suite, j'ai cherché quelque chose j'ai pris quelque chose qui était là disponible, je pense que c'était à McDonald's. On dit, à Kinshasa on dit McDonald's. Mais ici aux États-Unis on dit McDonald's. Donc quand tu dis un blanc McDonald's, il ne comprend pas. Il pense pas au film. Voilà, il faut dire McDonald's. Donc quand j'ai pris le premier boulot, j'ai dit pourquoi pas. Et c'était pas mal. C'était payé comment tu voulais ou c'était insuffisant tes besoins? Non, il y a ici aux États-Unis, comme les McDonald's là, c'est souvent des boulots secondaires. Quelqu'un il a son boulot principal, il prend le McDonald's peut-être pour essayer un peu de renforcer, payer des factures extra ou bien avoir un petit cash en extra. C'est souvent des boulots qui est réservé aux élèves, aux étudiants. Voilà, parce qu'il y a des schedules, le planning c'est un peu flexible. Tu peux travailler là-bas, par jour, tu peux travailler 1 heure, tu peux aller faire un travail de 1 heure, ou 2 heures, ou 4 heures, voilà, ils vont essayer de créer. Comme on dit, flexible. Voilà, yeah. Ils sont très flexibles, ils peuvent créer le planning par rapport à votre demande, peut-être par rapport à votre disponibilité. Alors moi je partais là-bas le matin, je pense à l'époque je travaillais 8 heures. Et comme j'ai souligné en passant, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup des élèves, de petits enfants qui sont là-bas. Voilà, il faut un peu de patience. Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, vous pouvez frapper. Et c'est arrivé à toi de frapper, de vouloir frapper? Voilà, il faut frapper. Moi, c'est arrivé? Ouais, au début, parce que bon, au début, je prenais ça, voilà, quand même mon premier job. Très sérieux. Très sérieux, je partais, toujours, je fais mes tâches. Et par la suite, j'ai eu l'autre travail. Et dans l'autre travail, là, maintenant, c'était full-time. C'était mieux payé que McDonald's. Alors maintenant, j'ai commencé à être un peu négligent par rapport à McDonald's. Je donnais pas à fond. Et j'étais là, que voilà, je travaille, mais je ne me donne pas à fond. Voilà. Et une petite anecdote, une fois il y avait quelqu'un, ma second job comme on dit, donc c'était comme un deuxième boulot, donc je prenais pas ça vraiment au sérieux, donc mais j'avais aussi quand même besoin d'argent, et parmi les difficultés que j'ai trouvées là-bas, il y a pas mal de petits enfants, donc c'est un boulot, ça demande un peu beaucoup de patience. Toi tu ne voulais pas faire les guérillas quoi, les grands frères et tout? Non, mais on a déjà quand on parle on a des cultures différentes. Exact. Voilà. Tu n'as pas voulu, tu vois, deux fois, il y a en nous la culture. Qui fait que quand tu parles avec un petit ou avec un aîné, tu as une certaine façon de parler, de communiquer. Et deux fois, tu le fais avec les aînés d'ici. Maintenant, tu t'attends peut-être, c'est que le petit, le jeune,
qu'ils fassent de même. Et pourtant, on a deux cultures différentes. Exactement. De façon, sans le savoir, on est buté à cela. Ouais, exactement. Et aussi, il y avait, comment dirais-je, il y avait pas mal, quand on dit à McDonald's, il y a beaucoup de Spanish aussi qui travaillent. Et les Spanish qui travaillent aussi sont beaucoup plus soudés entre eux. Et des fois, j'étais comme un petit bloc vu que j'étais aussi noir et africain. Donc, il y a des connotations immigrants africains noirs. Et c'est comme s'ils ne voulaient pas vraiment de moi. Donc, ils me mettaient un peu à l'écart. Et après, par la suite, j'ai compris. Ils commençaient à faire reproach, donc à m'accuser, à créer des histoires Parce que je me rappelle un jour où j'ai fini mon boulot et il y avait une petite fille comme était comme manager qui me disait quand tu finis ton shift, il faut déjà arranger que tout le produit soit là pour que l'autre quand il vient, et la passation soit fluide. Voilà, et je faisais ça. Et j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé. Toi, on faisait ça pour toi aussi? Oui. Donc elle m'a dit que non, quand tu veux sortir ton shift, il faut mettre des stocks à côté. Par exemple, faire sortir des stocks dans les congélateurs, mettre à côté, il y a un petit congélateur à côté pour que les produits soient plus rapides. Parce que qui dit McDonald's dit la rapide. C'est pourquoi on appelle ça un restaurant rapide. Donc tout fast food, tout doit être rapide. Pour être dit rapide, il faut de trois côtés. Donc voilà, on sortait des cartons, on mettait ça à côté. Je l'ai fait. Au moment où je sors maintenant, elle me dit que non, attends, je vais aller d'abord vérifier si tu as réellement fait ce que je t'ai demandé. Donc pour moi, c'était un manque de respect. Donc c'était ce jour-là, j'ai dit que j'arrête ce boulot-là. Ça va merde.